Un petit supplément à propos de l'équalisation et des fonctions d'équalisation qui sont disponibles soit en analogique sur différents appareils ou simulées sur le DCX. Ces fameuses fonctions d'équalisation qui semblent un peu mystérieuses quant à leur origine et comment elles sont créées. En fait, ces fonctions-là, nommées shelving ou bandpass equalizer ou equalizer paramétrique, enfin des choses comme ça, en fait, elles ont différentes caractéristiques en commun. Elles sont issues simplement d'un mélange entre un des quatre filtres de base, passe haut, passe bas, coupe bande ou passe bande, avec le signal d'origine lui-même, c'est-à-dire avec un passe-tout. Les cas les plus courants sont soit le passe haut, passe bas, mélangé avec le signal d'origine, soit le passe bande. Mais le coupe bande pourrait tout à fait faire une forme d'équalisation. Alors, le premier cas le plus simple, c'est par exemple, si je prends l'exemple d'un passe-bas, ici, et on va dire d'un passe-tout, dire quelque chose qui passe tout le signal, éventuellement avec un gain. Alors ces deux fonctions de transfert ont une fréquence pour le premier, une fréquence particulière, et un gain, G. Ici, il peut y avoir un deuxième gain, mais disons, nous, ce qui nous intéresse, ça va être la composition des deux, et du résultat final et du gain final éventuel. Alors la composition de deux choses comme ça, c'est évidemment pas la composition habituelle qu'on rencontre habituellement, c'est-à-dire la multiplication, la succession des fonctions de transfert, ce qui correspond à une multiplication des gains. Ici, on a affaire à une addition, ce qui fait que si on fait une addition, on obtient quelque chose qui est comme ça. On obtient la forme shelving. Ici, c'est un shelving type passe-bas. Donc on a dans l'aigu le gain ici, on va dire G1. Ici, ça va être le gain G0. Ici, on a G1. Et ici, on a G1 plus G0. Alors ici, j'ai dit G1 plus G0, c'est attention, c'est là où est la difficulté. C'est que ici, je ne parle pas de décibels ou quoi que ce soit. Là, ce serait plutôt des tensions électriques qui sont additionnées avec un facteur alpha. Ici, c'est une addition. C'est pour ça que la difficulté ici, c'est que la graduation en décibels n'est pas aussi simple que dans le cas des multiplications, où il suffit de les additionner. Ici, dans le cas de l'addition, la règle n'est pas aussi simple. C'est pour ça qu'ici, il faut prendre ça avec beaucoup de prudence. Ce n'est pas le gain en décibels directement. Okay, donc ça, c'est la première chose. Et le fait que on utilise une addition fait que la forme définitive nécessite un calcul pour savoir quel est le gain G0 qu'il faut ajouter avec la fonction d'origine. Ici, on va supposer un gain de 1, c'est-à-dire le signal d'origine qui est mixé avec un passe-bas avec un certain gain. Calculer quel est le gain G0 qu'il faut avoir pour que la somme de tout obtienne un gain voulu qui est de X décibels. Ça, c'est pas simplement G0 vaut X décibels, c'est pas du tout ça, parce que si par exemple je prends G0 qui vaut 1, si je superpose les deux, ici j'aurai plus 6 décibels, parce que j'aurai deux fois le signal dans la zone passe-bas. Donc la règle est beaucoup plus compliquée qu'avec une simple succession de fonctions de transfert, comme on fait habituellement, filtrage, des choses comme ça. Donc, juste au niveau de la fabrication de ces fonctions de transfert-là, qui sont ici un shelving passe-bas, on a son complémentaire avec un passe haut. Dans ce cas-là, on aura un shelving passe haut, comme ça. Et la fréquence de coupure, elle est définie comme d'habitude. Alors ici, admettons, en général, on utilise des Butterworth, des filtres Butterworth d'un certain ordre. Le DCX, lui, utilise un Butterworth du deuxième ordre. C'est pour ça qu'ils appellent ça des shelving 12 décibels. Le point de fréquence correspond, par exemple, pour le shelving passe-bas, correspond à 3 décibels en dessous du niveau demandé, et ça correspond à la fréquence FC. Pour l'aigu, c'est de l'autre côté. C'est 3 décibels en dessous de la fréquence là, et c'est l'autre FC. Ok? Donc en fait, si j'avais pris les deux fonctions de transfert qui se coupent en FC, j'aurais un shelving qui se couperait ici à moins 3 décibels. J'aurais quelque chose de comme ça. C'est-à-dire si j'aurais pas celui-là, j'aurais quelque chose qui se couperait là, à FC. Donc c'est pas au milieu, c'est comme ici on est vraiment dans une fonction de transfert particulière, on est à une coupure particulière. On n'est pas au milieu de la courbe. Alors on pourrait faire le calcul pour que ça se comporte comme ça, mais
directement, si on fait simplement par composition d'un passe bas passe haut avec le signal d'origine, on a le point de définition de la fréquence du shelving qui est quelque chose qui est plus haut. Donc, au-delà du principe du fait que ce soit une addition et non pas une multiplication, fait que, même si le gain est plus difficile, on obtient ces courbes shelving. Alors, dès que l'on passe ici à un des autres types de filtrage, c'est-à-dire un filtre, ici, on va dire passe-bande, pareil, avec un gain ici, G, et le signal d'origine, si je vais avoir un gain de 1 pour simplifier, ben, la composition des deux en addition, c'est un mixage, hein, c'est vraiment un mixage, on ajoute une fraction de l'un à l'autre, ou l'un amplifié à l'autre, ben, on va obtenir quelque chose qui va faire une bosse, et un gain ici de 1. Le 1 ici correspond au niveau du truc, et le supplément ici vient de l'addition de ça avec ça. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas G ici, on a G plus l'équivalent de la superposition du signal d'entrée. Le calcul a les mêmes difficultés que précédemment. Ce n'est pas l'addition directe de gain, il faut faire le calcul. Il faut travailler directement en valeur style tension, et ensuite passer en décibels si on veut vraiment avoir les valeurs. Alors, ce calcul qui est plus délicat, si on va avoir un gain variable ici, demanderait à avoir un gain variable ici, mais pas d'une manière linéaire. Il faudrait vraiment calculer avec les logarithmes, etc. Quel est le gain équivalent ici qu'il faudrait avoir pour obtenir X décibels, ce que l'on veut, quand on règle par exemple le DCX, là. Et ça, c'est délicat. Alors, chez le DCX, alors ils ont carrément fait une astuce pour éviter de le faire. C'est qu'en fait, ils sont partis d'une fonction de référence, une fonction de référence qui va être celle-là, qui est fixe, et le signal d'entrée évidemment, et ce signal de référence est fait de telle sorte qu'il correspond à la version passe-bande maximale à plus 15 décibels. C'est la valeur max. Alors, il y a le symétrique qui est fait tout à fait de la même manière. C'est un autre gain ici qui est calculé de telle sorte que la superposition des deux faudra moins 15. C'est exactement la même chose. Le coefficient sera probablement négatif ou plutôt un gain, ce sera probablement quelque chose de négatif qui va être mixé avec le truc pour enlever une partie de la tension ici. Donc, ce sont des gains fixes définis une fois pour toutes, tels que on a la version maximale. Et après, lorsqu'on veut régler ça, c'est simplement un réglage après coup du mix des deux pour régler directement en décibels, qui est simplement là une fraction plus facile à calculer, mais du résultat final. C'est pour cela que le calcul est plus délicat, et c'est pour cela aussi qu'il y a des déformations de la forme du passe-bande au fur et à mesure que le gain diminue. Ça donne une impression d'étalement de la bosse, qui fait que visuellement et en pratique, le facteur de qualité Q a tendance à diminuer. Ce qui fait quelque chose qui est de moins en moins sélectif au fur et à mesure que l'on descend en niveau. Mais ça, c'est parce qu'il y a modification géométrique due au fait qu'on ait ça et qu'après coup, on ait une variation du gain global juste pour faire varier la hauteur de ça. C'est pour ça que la notion de coefficient de qualité, lorsqu'on est au résultat ici, en fait, elle est fausse. Ce coefficient de qualité n'a rien à voir avec la courbe résultante, elle a uniquement à voir avec le passe-bande qui a servi à construire ça. Et ça, c'est très important. Le coefficient de qualité, quand on fait varier le truc, le niveau est toujours constant. Cette courbe-là, elle est toujours constante. Elle est en fonction du facteur de qualité qu'on a défini au départ dans les réglages, et le gain, lui, est défini une fois pour toutes. Donc, ce coefficient de qualité, qui est en fait simplement 3 décibels en dessous ici, on prend simplement la largeur de bande passante là, delta F, et le facteur de qualité, c'est la fréquence que l'on a voulu, FC sur delta F. Ça, c'est le facteur de qualité. Donc, il est d'autant plus grand que le delta F sera petit. Donc, ce coefficient de qualité, lui, reste constant, et c'est celui de la fonction de transfert passe-bande qui a servi à construire le système. Il reste constant, bien que le résultat final, lui, donne une impression de facteur qualité qui n'est pas constant. Parce que le résultat final n'est pas un passe-bande tel qu'il est défini, et le facteur de qualité n'est pas lié à ça. Dans le cas du DCX, il est exact, ou quasiment exact, quand on est au gain maximum, qui correspond à la fois cette fonction de transfert non modifiée par un facteur d'échelle,
Mais néanmoins, il n'est pas tout à fait exact parce qu'il est superposé avec une fréquence, enfin avec le signal d'origine. Donc il est légèrement modifié, mais si on veut évaluer le coefficient de qualité du système, en fait, il faut mettre le gain à fond, comme je l'ai fait sur la vidéo, prendre le gain à fond et calculer avec le delta F et la fréquence de coupure. Et là, on a un facteur de qualité qui est très proche du facteur de qualité interne qui sert à construire. Mais le fait d'avoir superposé le signal d'entrée fait qu'il y a de toute façon quelque chose qui a modifié un peu le gain global. Mais comme on est à plus 15 décibels, en fait, le fait d'avoir du gain fait relativement négliger cette partie-là pour pouvoir évaluer le coefficient de qualité. Alors le DCX est correct hein, sur son principe et il fonctionne parfaitement, mais quand on parle de coefficient de qualité, c'est de ça qu'on parle et non pas du résultat final. Alors, pour finir, il reste la quatrième possibilité de filtrage standard qui est le coupe-bande. On peut faire l'équivalent. Alors le coupe-bande, lui, il est comme ça. Il a un trou comme ça, avec un niveau ici donné, qui est donné par un gain. Hein. Ici, on a un gain de 1. Ici, on a un gain négatif donné, hein, avec le signal d'origine qui ne subit rien. Alors, on peut faire exactement la même chose que l'autre, c'est-à-dire on peut faire des pics ou des creux. Tout dépend comment on mixe les deux. Alors, au lieu d'avoir quelque chose qui est arrondi comme ça, on a quelque chose qui est en pic comme ça. Simplement, c'est la forme de la... Je vais la faire un peu mieux. C'est la forme de la correction qui va changer. Si on utilise un coupe-bande, on va avoir quelque chose en pic. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble à la forme du coupe-bande. Si on a utilisé un passe-bande, on va avoir un truc avec un arrondi. Et pareil, vers le bas, on a soit l'un, soit l'autre, selon le type de filtre qu'on utilise. Mais d'une manière générale, tous ces systèmes d'égalisation sont le mixage additif d'un filtre, un des quatre, avec le signal d'entrée, moyennant des variations de gain qui permettent d'obtenir un résultat défini. La difficulté étant que, comme c'est une addition, les règles d'addition de décibels ne fonctionnent pas. Il faut calculer des gains et il faut trouver des moyens de contourner cette difficulté-là. Le DCX le fait en utilisant un filtre fixe et après coup, plus ou moins, faire varier l'épaisseur par un facteur d'échelle final sur la figure finale. Voilà à peu près les caractéristiques de ce style d'égalisation, de ces fonctions-là. L'ordre des filtres donne l'ordre de l'égalisation. En général, les coupe-bandes et passe-bandes sont du deuxième ordre, c'est-à-dire qu'ils ont des pentes de 6 décibels de chaque côté, c'est ce qu'il y a dans le DCX. Les shelving peuvent être du 6e ou du 12e, enfin 6 décibels ou 12 décibels par octave. Après, ça donne une pente plus ou moins forte du passage d'un gain à l'autre. Simplement, on pourrait à la limite utiliser n'importe quel type de filtre pour obtenir ça. Alors, les conventions veulent qu'on utilise des filtres standards, style Butterworth, qui sont maximalement plats, qui ont le moins de variations possibles en amplitude, qui font des courbes qui sont les plus régulières. Si on utilisait un Chebyshev avec des oscillations, on aurait des fonctions d'égalisation beaucoup plus tordues et beaucoup moins utilisables et moins maîtrisables. C'est pour ça qu'on utilise ça. Et voilà. Alors, le gain, lui, s'additionne correctement pour ces trucs-là parce que de toute façon, à la fréquence qui nous intéresse, il n'y a pas de déphasage. Donc, il n'y a pas d'interaction entre ces signaux-là et ces signaux-là au niveau de leur phase. C'est pour ça que les gains s'additionnent quand même selon les règles directes, sans qu'il y ait de calculs bizarres à faire, en plus en tenant compte de la phase du signal à une fréquence donnée, enfin, disons à la fréquence maximum. Ici, des déphasages peuvent arriver, interférer avec ça et changer la forme. La forme va en partie être due aussi à l'interaction entre ce signal-là et ce signal-là au niveau des phases, ainsi que des amplitudes. Bon, disons que ils sont tous basés sur la même technique, un filtre et le signal d'entrée. Il y a plein de manières de les fabriquer avec des moyens plus ou moins astucieux, des trucs très simples et très astucieux comme le schéma de Baxandall, ou des trucs plus, on va dire, bourrins et plus force brute comme le DCX qui est fait d'une manière numérique. Mais ils sont tous construits comme ça. Et ils ont tous ce style de caractéristiques.